Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon bilan pour le challenge Serial Series Starter. C'est un challenge qui se tenait sur le mois d'avril et qui était organisé par Elise de la chaîne A Book and a Cup. Et donc le but de ce challenge c'était d'avancer ou de terminer des séries de livres. Et en regardant dans ma pile à lire, je m'étais rendu compte que j'avais plein de fins de séries dans ma pile à lire et donc c'était le challenge parfait pour moi. Je vous avais fait une vidéo pile à lire du challenge et donc aujourd'hui on va voir si j'ai tenu cette pile à lire et ce que j'ai lu. Du coup, comme ce sont que des suites et des fins de série, je vais pas vous faire forcément des résumés hyper détaillés parce que j'ai pas envie de trop vous spoiler dessus, mais voilà, je vais vous donner quand même à chaque fois mon avis sur chacune de mes lectures. Et donc tout d'abord j'ai commencé le challenge avec le tome 2 de Idealis par Christopher Paolini. C'est donc Dormir dans un océan d'étoiles et c'est publié aux éditions Bayard, c'est sorti il y a déjà quelques années. Pour le coup celui-ci c'est de la science-fiction, c'est publié en collection adolescents, c'est plutôt à destination grands adolescents. Et on y suit l'histoire de Kira qui est une femme qui se retrouve dans une mission spatiale. La plupart de son équipage va être tué mais elle va être épargnée et elle va se retrouver à fusionner en quelque sorte avec une sorte d'extraterrestre qu'elle appelle la lame souple qui va plus ou moins prendre possession de son corps, lui donner des nouvelles capacités physiques et puis voilà, du coup ça interroge après pas mal sur ce qu'est un extraterrestre, qu'est-ce qui fait qu'ils sont différents de nous. Il y a pas mal de choses aussi politiques un peu entre les différentes espèces au sein de cette galaxie. Donc pour celui-ci, comme j'avais lu le tome 1 il y a assez longtemps, j'ai lu le résumé spoilant qu'avait fait Marilyn du blog Summary's Books. Elle fait des super résumés spoilants, c'est hyper chouette. Elle n'en a pas pour tout forcément, mais pour ce cas-là c'est vraiment hyper pratique pour se remettre en mémoire certains éléments. Typiquement pour Idealis, je me souvenais de la grosse trame principale et de ce qui arrivait à l'héroïne, mais pas du tout de tout ce qui était des personnages secondaires et de ce qui pouvait leur arriver, donc ça m'a bien servi. Ce livre aussi, du coup je l'ai lu à moitié en format papier, à moitié en format audio, je l'ai lu un peu un mix entre les deux. La fin de la série a globalement pas énormément plu de ce que j'ai vu comme avis. Pour ma part, effectivement, c'est peut-être pas la fin la plus parfaite, mais par contre, je trouve qu'elle est logique et qu'elle est cohérente avec tout le reste de mon point de vue. J'ai trouvé que c'était une bonne suite, j'ai pas eu d'étincelle particulière et je dois avouer que là, je l'ai lu il y a à peu près un mois et que j'en ai pas énormément de souvenirs. Mais bon, je suis quand même contente d'avoir terminé cette série, j'ai quand même plutôt passé un bon moment pendant que je le lisais. Ensuite, j'ai également lu le deuxième tome de King of Scars par Lace Bardugo. Ce deuxième tome s'appelle Le règne des loups. King of Scars en fait du coup c'est une duologie qui s'inscrit dans le Grishaverse, donc c'est l'univers étendu qui a été créé par Lace Bardugo et du coup pour pouvoir lire King of Scars il faut avoir déjà lu les autres, il faut déjà avoir lu les 3 tomes de la série Grisha et les 2 tomes de Six of Crows étant donné qu'on retrouve des personnages des 2 séries et que les événements se passent vraiment après les 2 séries, donc je vous déconseille vraiment d'attaquer directement par King of Scars. Du coup pour ce qui est des personnages que l'on va retrouver, le personnage principal de cette série c'est donc Nikolai qui est une sorte de bandit pirate qu'on découvrait dans la série Grisha et qui va aider Alina, donc le personnage principal, dans sa quête. C'est un personnage qui est accompagné de sa générale qui s'appelle Zoria et qui est donc un deuxième personnage principal ici, un deuxième point de vue. Et puis donc le troisième c'est celui de Nina, et Nina c'est une Grisha qu'on découvre pour le coup dans Six of Crows et c'était mon personnage préféré de Six of Crows, du coup j'étais ravie de pouvoir la retrouver et de suivre d'autres de ses aventures. On est donc ici sur de la fantasy. Pour le coup pareil, King of Scars j'avais lu le premier tome à peu près à sa sortie, donc il y a pas mal d'années maintenant, ça devait être en 2019 je pense, c'était avant le Covid je me souviens. Donc voilà, ça faisait vraiment un petit bout de temps. Et en fait j'étais persuadée d'avoir déjà lu ce tome 2 et je me suis rendu compte qu'en fait non. Donc voilà, il fallait que je le lise. Pour le coup j'appréhendais un petit peu, mais j'ai été très facilement replongée dans cet univers. J'ai pas lu de résumé spoilant parce qu'il n'y en avait pas, mais par contre j'ai relu je crois la fin du tome 1 et puis des fiches de personnages sur internet, comme il y a eu aussi l'adaptation en série, etc. On trouve quand même pas mal d'infos sur internet pour recontextualiser. Quand j'avais un doute sur un personnage, ça m'a permis aussi de m'y retrouver. Pour le coup voilà, celui-ci j'ai été vraiment très prise dedans et j'en ai un très bon souvenir là un mois après. Mais par contre c'est un tome et c'est une duologie dans l'ensemble qui a quand même pas mal de défauts. Donc voilà, on est pour le coup sur un autre avis. C'est un avis ici aussi qui est plutôt positif dans l'ensemble, mais avec des points négatifs. J'ai beaucoup aimé l'intrigue politique qui est proposée. J'aime beaucoup les personnages féminins, à savoir donc le personnage de Nina comme je vous disais, ce que l'autrice a fait du personnage de Zoya
Et puis également le personnage de Genya qu'on retrouve ici dans ce tome et qui est un personnage que j'aime beaucoup. Par contre, au niveau des défauts, pour moi il y a deux défauts principaux. Le premier, c'est qu'on a en fait le retour d'un anti-héros qui revient dans ce tome-ci, et c'était pour moi pas du tout nécessaire parce que justement parce que l'univers est suffisamment riche et que du coup il y avait suffisamment de choses intéressantes avec les complots politiques, etc. qu'il y avait entre eux, et pour moi, enfin voilà, juste il n'y avait pas besoin du retour de ce personnage qui en plus, moi pour ma part, est un personnage que je n'aime pas. Et puis il y a également une fin ouverte qui laisse présager encore d'autres aventures et qui du coup donne un peu l'impression que c'est un tome qui a servi à rien pour toute une partie de l'intrigue. Donc voilà, du coup ça pour moi c'était un petit peu des défauts. Et puis on en parlait avec Salomé, donc Pip and Me, quand on s'est vu à Westerland, et elle me disait en fait pour moi le problème c'est que Nikolai c'est un très bon personnage secondaire mais c'est pas forcément un personnage principal hyper intéressant à suivre, et je suis un peu d'accord avec ce qu'elle en a dit. Donc voilà, je suis très contente d'avoir replongé dans cet univers parce que c'est un univers que j'aime vraiment bien, mais par contre il y avait quand même certains défauts pour moi dans ce tome 2. Et dans l'ensemble dans cette duologie, parce que je me souviens que le tome 1 pour le coup était assez lent à démarrer et que je m'étais un peu ennuyée dans le début du tome 1. Ensuite je suis passée à un graphique puisque j'ai terminé la série de bande dessinée Lulu et Nelson en lisant donc le tome 3. Pour le coup j'ai relu le tome 1 et le tome 2 parce que ça remontait un petit peu et puis parce que c'est des bandes dessinées donc ça se lit assez rapidement. C'est dessiné par Aurélie Néret qui était donc la dessinatrice des Carnets de Cerises, et du coup j'aime beaucoup son trait de dessin, donc c'est vraiment de très très belles planches. C'est des planches qui nous plongent donc en Afrique du Sud en compagnie de deux enfants qui sont donc des personnages principaux qui se retrouvent à aller chercher des lions dans la savane, et le tout se passe donc en Afrique du Sud pendant la période de l'apartheid, donc on a aussi ce contexte historique et politique derrière, et c'était vraiment intéressant. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très chouette, et en plus de ça le personnage de Lulu a vraiment une belle évolution entre le début et la fin de la série, donc j'ai beaucoup apprécié ça aussi. Ensuite je suis partie un petit peu en vacances, et pendant mes vacances j'ai carburé, j'ai lu plein de livres. Il y en a plusieurs que j'ai lus pendant mes vacances que je vais pas vous présenter aujourd'hui parce que c'était pas des suites et fins de série. Mais pour ce qui est des suites et fins de série, j'ai donc lu tout d'abord le tome 4 de Skyward, donc qui s'appelle Rebelle par Brandon Sanderson. C'est donc la fin de la série Skyward. Skyward c'est une série, ici aussi c'est à destination grands adolescents au départ, mais pareil on est un peu sur de la limite entre grands adolescents et adultes. Skyward donc c'est une série en 4 tomes plus un hors-série dans lequel on suit Spensa qui rêve de devenir pilote. Elle vit sur une petite planète qui s'appelle Détritus et qui n'est pas en très bonne posture puisqu'en fait ils sont toujours attaqués par différents vaisseaux extraterrestres, et donc ils combattent en permanence et leur survie est continuellement menacée par ces extraterrestres. Et donc voilà, Spensa rêve de faire partie de ceux qui vont protéger cette planète. Dans le premier tome on la voyait suivre ses classes militaires, dans le second tome on la voit partir pour une sorte d'université et découvrir plein d'autres peuples, et c'était un tome hyper chouette. Le troisième tome par contre n'a globalement pas beaucoup plu au lecteur, et c'est vrai qu'il est un peu particulier parce que c'est un tome dans lequel Spensa dérive un peu dans l'espace, dans le non-lieu, et du coup il se passe pas grand chose. Mais donc dans ce tome 4 elle revient sur sa planète d'origine et donc reprennent tous ces combats spatiaux, etc. Et c'est un tome que j'ai vraiment dévoré. Ça renoue beaucoup avec le premier tome du coup de la série. Les scènes de combat de vaisseau sont toujours hyper bien faites, et puis j'ai trouvé que la fin était vraiment bien gérée. On retrouve tous les personnages, ça boucle toutes les intrigues. Donc voilà, vraiment bien fait. Il y a une petite ouverture sur la fin qui laisse présager du coup un second cycle, ou en tout cas d'autres romans qui seraient possibles dans cet univers, mais pour autant tous les enjeux sont vraiment bouclés à la fin de ce roman, et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très chouette, et comme je vous dis, voilà, j'ai dévoré les 600 pages en 24 heures. Également pendant mes vacances j'ai lu les Chroniques d'Avonlea par Lucy Maud Montgomery. Donc c'est le tome hors série qui va avec la série Anne de Green Gables. J'ai beaucoup aimé la série Anne, j'ai lu les derniers tomes au mois de mars, et donc il ne me restait que ce hors série à lire. Pour le coup dans ce hors série on est sur des nouvelles qui parlent de personnages plus ou moins éloignés d'Anne, et voilà, j'ai pas
plus que ça accroché. En fait, si vous voulez, j'ai trouvé que l'ambiance était toujours très chouette, c'est toujours hyper bien écrit, donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci, c'est vraiment chouette. La couverture est très belle aussi, voilà. Mais par contre, le problème, c'est que les nouvelles, pour certaines, se ressemblent un peu trop, je trouve. Et puis, surtout, elles traitent de personnages qui sont pour la plupart très éloignés d'Anne. Ce sont des personnages qu'elle croise une fois de loin, qui la connaissent pas vraiment, et on n'a pas beaucoup de remise en contexte. Donc voilà, globalement, à chaque fois je ne savais pas très bien de qui on parlait. Je pense que c'est fait pour que ce soit pas grave qu'on ne sache pas de qui on parle, et que ce soit juste comme des petites nouvelles, voilà. Mais pour ma part, voilà, ça fait que du coup j'ai pas trouvé ça hyper indispensable, et du coup pour moi vous raterez pas forcément grand chose en passant à côté de celui-ci. Aussi pendant mes vacances, j'ai lu le tome 4 des Mémoires de la Forêt par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. Ce tome 4 s'appelle La Saison des Adieux et c'est donc le tome qui se passe sur le printemps puisqu'on est sur une série qui suit les saisons et on y suit donc une famille de renards qui tiennent une librairie. C'est vraiment très chouette. Dans ce tome 4, on est sur un tome qui est un petit peu différent des autres puisqu'on ne suit plus les personnages qu'on suivait dans le début de la série, mais qu'on suit plutôt la génération d'en dessous puisque les personnages ont bien grandi et ont eu des enfants. Et j'ai trouvé ça assez touchant, j'ai vraiment bien aimé comme ce tome 4 fait écho au tome 1. On voit vraiment qu'il y a une histoire de boucler la boucle dans la série et c'est cohérent par rapport au fait que ça suit les saisons et que donc après le printemps revient l'été et puis voilà, comme si on allait réenchaîner un cycle. Il y a toujours ces histoires un peu de secrets de famille, de découvertes que l'on fait, de leçons de vie qu'on apprend, etc. C'était de nouveau assez touchant et j'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est pas mon tome préféré et que c'est pas celui que j'ai trouvé le plus mémorable. À la fin de mes vacances, de nouveau du graphique, j'ai lu le tome 6 de la série Zombielenium, donc par Arthur de Pince. C'est une série de bande dessinée. Et c'est une série qui se passe donc à Zombielenium, qui est donc un parc d'attractions qui embauche en fait des vraies sorcières, démons, zombies, vampires, etc. Pour travailler dans son parc. Donc les visiteurs pensent que ce sont des personnes en costume, alors que non. Donc il se passe pas mal de choses dans le tome 5 et ça amène à ce qu'il y ait une question pour savoir qu'est-ce qu'on va faire du parc, quel est l'avenir du parc, est-ce qu'il va être racheté, et du coup qu'est-ce qu'on fait de toutes les personnes qui y travaillent et de tous les visiteurs qui se sont retrouvés emprisonnés dedans. Et donc pour résoudre cette question va se dérouler une sorte de course de derby de sorcières durant laquelle elles doivent s'affronter et donc chacun des clans choisit sa sorcière qui est un peu son héros qui le représente et la sorcière qui gagne fait gagner son clan et du coup le clan en question qui gagne décide qu'est-ce qu'on fera du parc. Et donc Gretchen, notre personnage principal, va se retrouver un peu au dernier moment à être engagée dans la compétition. Donc voilà, je trouve que c'est un univers qui est vraiment très chouette, les graphismes sont vraiment très beaux. Par contre, j'ai trouvé que c'était moins chouette qu'au début de la série. Les 3 premiers tomes pour moi étaient vraiment très bien et c'est vrai qu'à partir du tome 4, j'ai trouvé que ça s'essoufflait un petit peu plus. En l'occurrence, au tome 6, j'ai trouvé que la fin était un petit peu abrupte et puis j'étais pas complètement dedans. Mais voilà, je suis quand même contente d'être retournée dans cet univers et puis d'avoir vu ce que proposait l'auteur pour la fin de sa série. Ensuite, on va passer à un roman contemporain, et c'est vraiment l'un des seuls de cette sélection, puisque j'ai enfin lu le tome 3 de Tant qu'il le faudra par Cordelia. Tant qu'il le faudra, c'est une série de romans que j'ai vraiment adoré lire. J'avais vraiment bien apprécié le premier tome, et puis à partir du tome 2, ça a été des petits coups de cœur, et c'est de nouveau le cas ici. Donc vraiment, voilà, une très très belle série, mais c'est vrai que j'avais pas mal traîné à lire ce tome 3. Donc dans Tant qu'il le faudra, en fait on suit des personnages qui se connaissent, qui ont pour point commun de faire partie d'une association LGBT qui s'appelle OMAG et qui propose donc un magazine qui parle de questions LGBT. C'est des personnages qui sont très vrais, qui font beaucoup d'erreurs et puis c'est des personnages qui sont très variés. On a vraiment une grande diversité dans les personnages et on a également en fait beaucoup de personnages tout court. Les personnages sont donc très nombreux mais j'ai trouvé tous très attachants, c'est un tome qui m'a fait verser des larmes. Il y a des sujets forts qui sont abordés, des sujets lourds, donc voilà, vraiment une très belle série, je vous la recommande vraiment chaudement.
Ce sont des personnages qui sont globalement des jeunes adultes. Ils ont, on va dire, entre 18 et 26 ans. La plupart sont des étudiants ou commencent à travailler. Cordelia propose des fiches de personnages qui nous permettent un peu de remettre en contexte tout le monde. Et donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais relu toutes les fiches de personnages avant de lire ce tome 3 et ça m'a permis vraiment de bien y replonger. Et puis pour ce qui leur arrive pour chacun, c'est quand même assez remis en contexte à chaque fois qu'on change de point de vue, à chaque fois qu'on change de personnage. Donc voilà, vraiment une très très belle série, je vous la recommande très chaudement, j'ai beaucoup aimé. Et puis du coup j'ai enchaîné sur un petit hors-série dans le même univers qui s'appelle Coming Out en 2 mouvements. Pour le coup celui-ci il est sorti en format d'auto-édition mais il est également disponible sur Wattpad en lecture gratuite et donc moi c'est ce que j'ai fait parce que j'avais pas envie de quitter les personnages. Dans ce hors-série, en fait, il a été publié avant, mais donc on retrouve le couple de Minjae et Galad, qui sont 2 personnages donc, qui sont en couple et qui font partie de la série. Et ça se passe après, donc 1 ou 2 ans après, et donc voilà, on suit leur histoire à eux et comment est-ce qu'ils vont finalement décider d'afficher leur couple, ce qui n'était pas forcément prévu au départ, et ce qui n'était pas en tout cas facile à faire, notamment pour Galad. Donc voilà, j'ai trouvé ça très chouette aussi. On retourne sur du graphique, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de la série Yann. C'est un manga qui est en format un peu semi-poche, il est plus grand qu'un manga classique et chaque tome fait à peu près 350 ou 400 pages, donc on est aussi sur un format plus long. Et donc c'est une série qui est terminée en 3 tomes. C'est une série qui m'avait attirée parce que les graphismes sont absolument magnifiques, vraiment les planches sont incroyables. Avec des personnages vraiment dessinés comme c'est le cas sur les couvertures et je trouve ça vraiment très beau. Et puis on est du coup sur une série, le début fait très thriller, il y a un début très sombre, très noir que j'avais vraiment bien aimé et ensuite petit à petit ça part un peu plus sur un côté un peu SF, un peu limite super-héros et c'est peut-être quelque chose qui me parle un peu moins parce que je trouve ça un peu plus classique. Mais en tout cas c'est une série que je trouve vraiment très prenante et puis vraiment voilà il y a ces très beaux plans. Par contre j'ai trouvé, et surtout dans le tome 2 et dans le tome 3, qu'il y avait beaucoup de plans sur le physique des personnages féminins, beaucoup de plans sur leurs fesses en fait particulièrement, et j'ai trouvé ça pas nécessaire et vraiment ça m'a gênée parce que j'ai trouvé que c'était trop fréquent, c'est à dire qu'il y en a un une fois de temps en temps on se dit bon, et puis à force qu'il y en ait on se dit mais en plus ils servent à rien dans le plan de l'action etc, ça ne sert à rien de montrer les fesses en gros plan comme ça, et c'est vraiment répété plusieurs fois donc vraiment j'ai trouvé que c'était trop présent et c'est quelque chose qui m'a vraiment gênée et qui a vraiment fait baisser ma note de plusieurs points. C'est une série que je trouve intéressante mais il y a ce défaut là, j'ai vu que l'auteur vient de sortir le premier tome d'une nouvelle série, en tout cas qui a le début d'une nouvelle qui vient de sortir en français, mais du coup je ne pense pas que je réitérerai ma lecture. Yann c'est une bonne série, c'est un très bon début, les suites sont plutôt sympas aussi, mais voilà, du coup ça s'arrêtera là de mon côté. Ensuite j'ai lu le tome 3 de Porcelam qui était donc ici aussi une fin de série, c'est écrit par Célia Flo. La série est maintenant intégralement disponible en poche et avec des couvertures qui sont très différentes, donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez la découvrir. Pour le coup dans celui-ci on est donc sur une série de fantasy qui s'inspire de légendes asiatiques. Je veux pas dire de bêtises, je sais plus, je crois que ce sont des légendes plutôt japonaises. Et donc on a 5 clans principaux qui sont chacun représentés par un animal. Chacun des clans a des valeurs qui lui sont propres, chacun des clans se compose de certaines manières, il y en a certaines où c'est vraiment des questions de lignage, d'héritage, etc. Et puis il y en a d'autres qui sont par exemple un clan vraiment de guerriers qui vient en fait prendre des membres dans chacun des clans, un clan plutôt de prêtres et de prêtresses qui pareil prend des membres dans chacun des clans. Donc voilà, on a un mélange en fait de tout ça, chacun des clans a son dirigeant et à chaque fois c'est un dirigeant qui est nommé d'une manière différente aussi. Tout ça c'est vraiment expliqué dans des petits index au début de chaque tome, donc on s'y retrouve vraiment très bien. Et puis donc au fur et à mesure de la série, on va suivre 3 personnages féminins. En fait il y a un personnage principal dans chacun des tomes, et à chaque fois on retrouve un peu le personnage précédent dans les tomes suivants, et on comprend voilà, la suite de ce qui se passe par rapport à ça. Donc c'est pas forcément un récit qui est hyper facile à vous résumer, mais du coup dans ce tome 3 on découvre donc une 3e héroïne et ça permet vraiment de boucler toutes les intrigues qu'il y avait dans cet univers dans son ensemble, et du coup aussi pour l'ensemble des 5 clans on a vraiment voilà, toutes les intrigues très politiques essentiellement qui viennent se boucler.
Il y a beaucoup de complots de cours et j'ai trouvé ça chouette. J'étais assez vite reprise dedans. Pour le coup, pour celui-ci, Marilyn a un résumé spoilant du tome 1 sur son site, donc j'avais lu le résumé spoilant du tome 1. Et puis pour ce qui était du tome 2, j'avais revu mon avis et je crois que j'avais relu quelques autres avis et ça m'avait permis, voilà, le combiné de ça, de bien me remettre dedans et de lire ce tome 3 vraiment facilement. Pour terminer du côté des romans, j'ai aussi lu Conjuration, le tome 2 par Bluen Guillou. Donc ce tome 2 s'appelle Héritière de l'Empire et c'est sorti aux éditions Naos. C'est une duologie que j'ai énormément appréciée dans son ensemble et ce tome 2 a été ici aussi un petit coup de cœur, vraiment une excellente série, excellente découverte. On est sur un récit de fantasy à destination plutôt grands adolescents qui s'inspire de l'Empire romain. Donc le récit ne se passe pas dans l'Empire romain, mais voilà, il y a une très très forte inspiration qui en est faite, mais avec des choses quand même qui sont assez différentes, et puis il y a également de la magie qui est présente, et la magie prend vraiment une place assez importante dans ce tome 2. Ce sont vraiment des personnages qui sont sans pitié, mais aussi des personnages qui évoluent beaucoup. Dans cette série, si vous voulez, on a vraiment un duo de personnages principaux qui sont d'un côté Livia, qui est vraiment notre héroïne, et puis elle a vraiment une ennemie principale qui s'appelle Agrippine, et le récit global tourne quand même beaucoup autour de cette rivalité entre ces deux femmes. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'aime beaucoup comment tout se met en place dans ce deuxième tome, comment les personnages évoluent. C'est un récit qui est plein de révélations, avec beaucoup d'intrigues, de complots politiques ici aussi. Et vraiment voilà, ça n'arrête jamais, les personnages sont très intelligents, elles montent chacun de leur côté des plans très détaillés et au final leurs plans se retrouvent toujours contrariés par d'autres choses et elles doivent remonter d'autres plans, etc. Vraiment voilà, j'ai trouvé ça hyper intelligent. Et donc j'ai beaucoup aimé cette série et ce deuxième tome était tout à fait à la hauteur du premier. J'ai trouvé ça très maîtrisé, j'ai beaucoup aimé la fin, vraiment voilà, une vraie réussite du début à la fin. Et du coup pour terminer, de lecture graphique, tout d'abord j'ai lu le tome 11 de Saga, qui est donc une série de comics de science-fiction. Pour le coup, ce tome 11 n'est pas la fin de la série, puisqu'il y a le tome 12 qui sort là juste dans le courant du mois de mai. Mais au moment du coup j'ai lu le tome 11, ça me permettait de mettre à jour la série, donc ça valait un peu plus de points pour le challenge. J'ai également relu le tome 10 en même temps, parce qu'en fait il y a un nouvel arc narratif qui commence à partir du tome 10. Il y a une assez longue ellipse entre le tome 9 et le tome 10. Et voilà, du coup ce tome 11 je l'ai trouvé plutôt intéressant, même s'il avance plus dans les intrigues secondaires que dans l'intrigue principale. L'intrigue principale avance vraiment, mais juste sur la fin du tome. C'est une série dans l'ensemble que j'aime beaucoup l'univers, j'aime énormément les personnages, j'aime beaucoup le style graphique qu'il y a autour, mais par contre c'est vrai qu'en termes d'intrigue j'étais quand même plus intéressée et plus passionnée par le début de la série que par les derniers tomes qui ont pu sortir. Et du coup pour terminer, j'ai également lu le tome 2 de Culotté par Pénélope Bagieux. Donc c'est pas vraiment une série à part entière, mais voilà, en tout cas il y a 2 tomes qui sont sortis, 4 pour les versions poche, puisque c'est un graphique mais qui est disponible en version poche. C'est donc publié chez Gallimard et on est en fait sur des portraits de femmes à chaque fois. Et le sous-titre c'est des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, donc effectivement ce sont des femmes à chaque fois qui s'éloignent des codes pour vivre un peu leur vie telle qu'elles l'entendent, pour suivre leurs rêves, pour suivre leurs passions, ce qu'elles ont envie de faire, leurs ambitions, etc. Et donc voilà, à chaque fois on suit des portraits de femmes. Ce sont des femmes qui sont très différentes, elles viennent un peu des 4 coins du monde. Certaines sont encore assez jeunes maintenant, d'autres sont déjà décédées. Il y a voilà, des femmes de différentes époques. Et donc à chaque fois on nous explique un petit peu tout ce qu'elles ont pu faire. Pénélope Bagieux nous raconte leur histoire avec quand même pas mal d'humour aussi à l'intérieur, mais par contre c'est vrai qu'en termes graphiques les dessins ne sont pas forcément tellement ma tasse de thé. Je suis pas hyper fan de son style graphique, mais par contre pour les messages, pour le contenu qu'il y a à l'intérieur, j'ai trouvé que c'était vraiment de chouettes albums. Ils sont assez populaires, on les a beaucoup vus tourner, surtout quand ils étaient sortis. J'avais lu le tome 1 à cette époque-là, mais voilà, je m'étais jamais encore penchée dans ce tome 2, je suis contente de l'avoir fait maintenant. Sur ce, j'en ai donc terminé avec ce point lecture et ce bilan du challenge. Donc au final, j'ai marqué quand même pas mal de points puisque j'ai terminé pas mal de séries et je suis vraiment contente de moi. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez participé au challenge et qu'est-ce que vous avez lu du coup pour ce challenge.
Et puis donc pour ma part je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Je vous filmerai donc une deuxième vidéo par rapport à mes lectures du mois d'avril, dans laquelle pour le coup je vous parlerai de mes lectures qui ne faisaient pas partie de séries, puisque j'ai aussi lu pas mal de livres audio comme tous les mois, et puis quelques autres romans qui n'étaient pas des séries. Donc voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!